Remue-ménage qui reçoit aujourd'hui, comme l'a si bien dit Mohamed Ali Mouba, deux confrères, Pathé Mbodj, journaliste sociologue. Bonjour et merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, surtout avec la chance que vous me donnez d'être en face du très grand Barkaba. Barkaba, le très grand, merci d'être là. Merci Binta, et c'est un plaisir partagé de te retrouver et de retrouver le doyen Pathé Mbodj, qui est une référence dans le métier. Absolument. L'actualité est marquée, doyen Pathé Mbodj, par le dialogue national convoqué au Palais de la République le 28 mai dernier. Est-ce que le dialogue a été bien national? Il n'y a jamais de dialogue national. Ça veut dire le drame qu'on a dans ce pays-là, avec Macky Sall en tout cas, c'est de viser le zéro. Zéro maladie, zéro enseignement, que tout soit parfait. D'une part. D'autre part, comme le disait le président Lamine Gueye, ce dialogue, il est national dans la mesure où on ne veut discuter de rien. Quand on veut dissoudre un problème, on crée une commission ou en l'espace un cénacle qui est le cadre du dialogue, dans lequel on évacue les problèmes, on évacue ceux qui ont fait le problème et on évacue en même temps ceux qui discutent du problème. C'est ce qui expliquera par exemple les dissensions dont nous parlerons un peu plus tard dans les parties prenantes du dialogue et qui sont dispersés entre l'APR, le PDS et les autres formations. Oui, nous en discuterons absolument. un peu plus tard. Un dialogue Barkaba, un dialogue national doit être inclusif, mais on a quand même entendu beaucoup se plaindre de ne pas être associés à cet appel du président Macky Sall, les syndicats d'enseignants, le mouvement Y en a marre, les associations consuméristes il n'y a pas 2 jours. En quoi ce dialogue a été national? Je pense que les termes sont très importants dans une démocratie, et surtout quand on lance un processus comme ça. Il faut d'abord noter l'infléchissement sémantique. Au début, on parlait de dialogue politique, et ensuite, on a glissé un peu habilement en parlant de dialogue national. Et je pense que les termes ne sont pas utilisés par hasard. Ce qu'il faut d'abord retenir, Binta, avant de parler de l'inclusion ou non de ce dialogue-là, c'est pourquoi maintenant. Qu'est-ce qui se cache derrière cela? On a un président de la République qui a été confortablement réélu. Oui. Avec 58%. Avec 58%, qui a quasiment un sacre ou bien un plébiscite, et qui prend le contre-pied de tout le monde et lance un appel au dialogue. Alors que jusque-là, peut-être qu'il l'avait fait en 2016, mais ça n'avait pas trop bien abouti. Il a un peu surpris son monde. Et je pense même qu'il a pris de court l'opposition qui ne s'attendait pas à cela. Je pense que Macky Sall a comme référence l'élection de 2007. Il faut retourner à l'histoire de l'élection de 2007 pour, à mon avis, essayer de décrypter le comportement de Macky Sall et son habileté dans le jeu politique. En 2007, Abdoulaye Wade est réélu très confortablement avec 56%. Et l'un des artisans de cette victoire majeure, c'était un certain Macky Sall, qui était son directeur de campagne et son premier ministre. À la surprise générale, tout le monde attendait un Wade conciliant après cette victoire, et Wade lance une sorte de chasse aux sorcières, fait une communication désastreuse qui, à mon avis, a beaucoup participé à amorcer sa chute qui s'est dessinée à partir des locales de 2009, quand il a perdu la majorité des grandes villes. Je pense que Macky Sall a comme référence et comme logiciel ce faux pas d'Abdoulaye Wade qui lui permet, lui, d'essayer de prendre le contre-pied de l'opposition et d'avoir aussi 2 fers au feu. En même temps que Macky Sall lance un appel au dialogue, n'oublions pas que le premier acte qu'il a posé, c'est de s'installer dans une sorte de présidence impériale. Macky Sall est aujourd'hui un président qui a des pouvoirs exorbitants. Cela, il a très bien réussi en dégobant son premier ministre, en changeant
quasiment la nature même du régime politique sans avoir l'air de toucher, parce qu'on n'a jamais eu peut-être un président qui va concentrer autant de pouvoir entre ses mains. Et cela s'est passé comme lettre à la poste. La deuxième chose, il lance son fast track. Et après, il donne encore un os à ronger à l'opposition en lançant un dialogue national, un dialogue politique, et en choisissant des personnalités éminentes du landerneau politique. Nous reviendrons sur ces personnalités. Voilà, on reviendra après sur ces personnalités. Alors, tout ça pourquoi? Moi, j'ai l'intime conviction que on peut donner la bonne foi au président de la République de penser qu'il lance un appel, cette fois-ci très sincère, comme il a eu à le dire, mais à mon avis, il reste un redoutable manœuvrier politique. Et il faut avoir une vision d'ensemble dans ce qu'il veut faire pour s'y retrouver. Maintenant, il a lancé les termes de référence. Son appel a été largement entendu par une partie de la classe politique et par la société civile, les organisations patronales, etc. Ça peut être une bonne chose s'il en sort un intérêt national pour le pays et que le pays puisse repartir sur de bonnes bases. Oui. Parce qu'à partir du moment où on parle de dialogue dans une démocratie, pour moi, c'est une sorte de tautologie. Quand cela va bien, dans les démocraties majeures, on ne lance pas d'appel au dialogue. Donc le fait de lancer un dialogue, c'est une reconnaissance implicite qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Est-ce que Pathé Mbodj, vous partagez l'avis de Barka, quelqu'un qui a été élu à 58%, qui a déjà vu la légitimité populaire, pourquoi inviter à un dialogue national, je ne dirais pas politique, national? Est-ce que cela veut dire qu'il y a des non-dits derrière cet appel de Macky Sall? A un problème, il a une légalité institutionnelle, constitutionnelle, il n'a pas une légitimité populaire. C'est ça son problème. Paradoxalement, Macky Sall est entré en furie, il est dans pleine paranoïa au moment où il s'estime avoir été le mieux élu, avec 58%. Mais imaginez que depuis lors, il est tout sauf content. Il a liquidé tout le monde autour de lui, parce qu'il a reçu aussi un affront assez sévère sur le plan international. Sonko l'a laminé au niveau de la diaspora. Au niveau local, malgré l'apport de certains transhumants ou transfuges, il a été battu à plate couture à Ziguinchor. Fatick, sa région d'adoption, l'a soutenu du bout des lèvres. Dakar, il n'a pas la majorité, quoi qu'on dise, il a eu 48%. Thiès, où il voulait liquider Idrissa, il s'est retrouvé avec un directeur de la Poste qu'il a été obligé de limoger. Et Touba a été une catastrophe. Voici donc quelqu'un élu, mais furieux. Et qui, depuis lors, vit dans une certaine paranoïa. Vous l'avez vu à Paris la semaine dernière, quand il a reçu les gens de son parti. Les termes qu'il a utilisés, qui ne sont pas du tout élégants d'ailleurs. Et depuis lors, vous avez vu, il est dans une logique de liquidation de tout le monde. Par contre, il a eu... Pourquoi il est aussi pris dans son propre jeu? Il avait institué une journée du dialogue national. Le 28 mai 2016, il l'a tenue. Le problème, c'est que depuis lors, il n'a rien fait. Parce qu'il a préparé 2019 en liquidant certains, en exilant d'autres, en prenant au niveau national une attitude qui fait en sorte que nous vivons en fait une véritable dictature sous Macky Sall. Vous avez vu l'affaire de la fille de la télévision la semaine dernière. Vous avez vu le jeune qui demandait l'extinction des femmes. Lui, il peut se le permettre. Mais le problème, c'est que nous vivons une certaine intolérance qui se vérifie aussi au niveau de l'État. Donc, à partir de ce moment-là, ayant institué une journée du dialogue, n'ayant pas maintenu cette journée du dialogue, parce qu'il préparait sa réélection dans les conditions qu'on sait, il ne peut pas aujourd'hui, même en engageant les meilleurs du monde, se prévaloir de ses propres turpitudes pour instituer une journée du dialogue. La preuve,
Bachelet lui reproche justement d'avoir organisé une journée là où il a refusé de suivre certaines conclusions. Les assises et les assises nationales. Donc véritablement, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire, c'est-à-dire battre tout le monde et puis les appeler le lendemain en leur disant « Venez, je vous aime bien », dans les conditions où il les a battus encore, du parrainage, de l'exil et de l'emprisonnement, et puis se dire amoureux de tout le monde et désireux de la collaboration de tout le monde. Alors, il y a aussi Barkaba, le dialogue politique qui a été déjà amorcé, un dialogue aussi qui est loin d'être inclusif. Beaucoup de partis politiques et non des moindres ont décidé de ne pas répondre à ce dialogue convoqué par le président Macky Sall. Il y a le PDS, il y a une partie des khalifistes, il y a Cheikh Bamba Dièye, il y a. Et à quoi faudrait-il s'attendre cette fois-ci pour ce dialogue? Au risque de vous surprendre, moi je vous dirais que il faut d'abord se féliciter qu'il y ait des gens qui ne répondent pas à l'appel au dialogue du président de la République. Pourquoi? Parce que le consensus total dans une démocratie, ce n'est jamais un bon signe. Il faut qu'il y ait des opposants et des opposants de qualité dans un pays. Moi, je souhaiterais tout pour notre pays, sauf le syndrome malien. Le syndrome malien ou le syndrome ATT, c'est Amadou Toumani Touré qui est réélu, qui appelle un peu tout le monde au dialogue, qui n'a presque pas d'adversaire. Et on a, au résultat des courses, une sorte de léthargie démocratique dans laquelle s'est morfondu le Mali. Et ça a eu en partie les conséquences que l'on sait pour ce pays, qui a presque manqué de vitalité démocratique parce que la quasi-totalité des opposants étaient allés répondre à l'appel du chef de l'État. Donc c'est une très bonne chose, à mon avis, qu'il y ait un pôle de résistance démocratique contre l'appel du président de la République, qu'il y ait des gens qui disent non au président de la République pour X raisons. Si on prend par exemple le cas de Ousmane Sonko, je pense qu'il est dans une certaine forme de cohérence. Voilà un jeune loup qui a surgi presque de nulle part, qui fait un score très honorable à la présidentielle. Qu'est-ce qu'il gagne, lui, à aller répondre à Macky Sall, alors que la place de chef de l'opposition du Sénégal est presque en déshérence, vu l'état presque de catalepsie dans lequel vit le PDS, qui n'en finit pas de mourir, avec un suspense à dessous qui a été complètement liquéfié par le cas Karim Wade et par des purges incessantes. Idrissa Seck, qui a fait une remontada, mais pas assez suffisante pour être véritablement le patron de l'opposition de ce pays, parce que c'est pas le patron de l'opposition parlementaire. Oui. C'est le PDS. L'opposition parlementaire est incarnée encore par le PDS. Donc Sonko a un boulevard devant lui qui a peu de frais, qui lui permet d'essayer d'endosser le costume d'opposant le plus crédible ou le plus féroce. Y parviendra-t-il ou pas? Ça, c'est une autre chose. Donc pour moi, il n'y a pas de drame. Le président ne doit pas souhaiter qu'il y ait cet unanimisme autour de lui. Ce qui n'enlève en rien le mérite de ceux qui sont allés, eux, répondre. Pourvu que la démocratie gagne, pourvu que ce soit une participation de qualité et que après cette sorte d'assise de la démocratie, ou appelons ça comme on veut, de dialogue national, dialogue politique, que le Sénégal y gagne. Mais est-ce qu'il y a une participation de qualité dans ce dialogue politique, parce qu'il est dit que cette opposition radicale qui a choisi de ne pas répondre à l'appel de Macky Sall n'est pas n'importe qui. Est-ce que c'est pertinent que cette opposition se radicalise? Vous savez, je pense qu'on n'avait pas bien écouté Barkaba. Il est de bon ton que dans une démocratie, il y ait deux clivages. Au nom d'une idéologie, au nom de vision. On ne doit pas courir le risque du syndrome malien, comme vient de développer Barkaba, où à l'unisson, les gens deviennent amorphes, à l'unisson, les gens perdent le réflexe d'autoconservation, ou à l'unisson, les gens se diluent
dans le meilleur des mondes possibles pour être surpris par le premier kidam venu. C'est ce qui est apparemment arrivé au Sénégal en 2012, où Wade a pu faire un laminage horizontal de pratiquement du jeu politique, et on a vu émerger quelqu'un que personne n'attendait. Aujourd'hui, Macky Sall. Aujourd'hui, au moins nous avons la chance d'une relève politique incarnée soit certes par un jeune qui doit encore faire ses armes, mais au moins il faut se réjouir qu'il y ait la dissidence dans ce pays. Parce que c'est à partir de cette dissidence qu'on pourrait espérer retrouver une certaine vérité dans le jeu politique, qu'on pourrait espérer d'ailleurs un renouvellement du jeu politique, parce que quand on voit les fossiles qui sont, que ce soit au niveau du PDS, que ce soit au niveau de l'AFP, et qui posent des problèmes dans le jeu démocratique du Sénégal. Parce qu'on ne peut pas avoir un jeu démocratique quand au sein des formations, ceux qui sont toujours dépassés. L'intolérance que nous vivons aujourd'hui, c'est parce qu'au fond, nous-mêmes, je pense, nous sommes dépassés par la télévision, nous sommes dépassés par l'évolution des mentalités des jeunes qui ont un certain langage, qui n'est plus le langage de grammaire. Nous ne sommes plus au mythe du bon sauvage ou dans le femme mariée ou je ne sais quoi, là, qui nécessite les foudres du CNRA. Oui. Nous sommes dépassés par une réalité nouvelle qui est en train de s'imposer, contre laquelle nous sommes en train de vouloir lutter, mais mollement. Et heureusement qu'il y a quelques piqûres de rappel, comme certaines émissions qui dérangent. Il y a quelques piqûres de rappel, comme un jeune Sonko qui dérape. Bon, mais c'est de son âge, pour au moins amener les gens à réfléchir et à éviter l'unanimité. Mais il y a quand même, Barkaba, la jurisprudence de la présidentielle, avec tout le tollé qu'a suscité le parrainage, ne serait-ce que pour éviter ces genres de situations préélectorales tendues. Est-ce que ce ne serait pas pertinent quand même de pouvoir discuter, ne serait-ce que sur le processus électoral? Non, sur le principe, il n'y a absolument pas de doute, Binta. Je suis tout à fait d'accord. Il vaut mieux que les gens trouvent un consensus fort et presque définitif pour fixer les règles du jeu démocratique. C'est-à-dire, le paradoxe démocratique sénégalais, c'est que voilà un pays qui fait des alternances quasi miraculeuses, mais qui rétropédale tout le temps par rapport à certains standards démocratiques internationaux. C'est-à-dire tout ce qui concerne la participation aux élections, le fichier électoral devrait être derrière nous. Il faudrait qu'il y ait une sorte de consensus très fort par rapport aux règles du jeu. Maintenant, après que les gens s'étripent, que les gens ne soient d'accord sur rien, ça c'est le jeu normal d'une démocratie majeure. Il faudrait même s'en féliciter qu'il y ait tout le temps que l'opposition ne souhaite pas le plus grand bien au parti au pouvoir, parce que c'est ça le jeu normal de la démocratie. Maintenant, oui, est-ce que le fait de ne pas répondre au dialogue voudra dire que les conclusions qui seront tirées ou bien les recommandations ne s'appliqueront pas à tout le monde? Si les gens sont d'accord pour revoir les règles du parrainage, pour avoir un fichier clair, transparent, qui fait l'unanimité, et que maintenant qu'il y ait un arbitre des élections exempt de reproches, je pense qu'il n'y a pas de péril en la demeure. L'un n'exclut pas l'autre. C'est pas parce que des partis politiques significatifs ou majeurs ont refusé de participer à l'appel au dialogue que cela va forcément plomber tout ce qui se passera après ou tout ce qui sortira de ces assises politiques ou nationales, enfin pas assises nationales quand même, de ce dialogue national ou dialogue politique voulu par le chef de l'État. Même s'il y a boycott, le pouvoir
pouvoir a déjà lancé le principe du dialogue, le pouvoir qui a déjà lâché du lest en acceptant les préalables de l'opposition, une personnalité indépendante, Famara Ibrahima Sagna, avec à ses côtés le général Mamadou Niang, le professeur Aliou Sall et Babacar Kanté, Mazin Ndiaye de la société civile. Quel est votre avis par rapport à ces personnalités qui auraient fait l'objet d'un consensus? Bon, vous savez, faire un consensus autour de Famara, bon, je pense que c'est possible. Autour de Kanté, c'est possible. Mazid, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il est partie prenante. Non, ils sont tous partie prenante dans certains processus. Le professeur Kanté, oui. Famara, oui. Bien qu'il soit très proche du président, le président passe presque toutes ses soirées avec Famara, ça c'est connu. Famara, ça. Mais il ne faut pas oublier non plus que beaucoup de décisions se prennent. Souvent au niveau de l'État, chez Famara Sagna ou bien chez Ousmane Camara. Ah bon? Donc, que des acteurs de l'ombre soient sous le feu des projecteurs, bon, c'est à peu près qu'à coule de source. L'essentiel est qu'ils aient une certaine moralité qui les fasse accepter par tout le monde. Est-ce qu'ils l'ont? Famara n'est jamais intervenu sur le jeu politique depuis qu'il a quitté le pouvoir. Oui. On ne l'a jamais entendu. Ce n'est pas le cas de Mazid, par exemple. Professeur Kanté, on ne l'a jamais entendu. Autre que sur le plan de la réflexion, et sur le plan de la conception, et sur le plan épistémologique. Je pense que des éléments comme ça sont des éléments de référence. Bon, mais qu'il y en a qui disent que non, on n'en veut pas parce que Macky Sall va discuter avec lui tous les jours. Bon, ça ne peut pas l'amener parce que quand Famara s'engage, il s'engage en son nom devant les Sénégalais, pas devant Macky. Il prend acte devant la nation et devant les hommes. Pas devant... Et il n'a pas d'intérêt, ni immédiat, ni futur, parce que Famara, véritablement, je pense que lui-même, il ne se voit pas un avenir. Donc, il n'a pas de calcul à faire. Et le professeur Kanté pense plus intellectuel que politique. Donc, bon, mais c'est bien qu'on ait panaché avec des gens qui se sont impliqués, parce que Mazid est dans la vie sociale depuis au moins 30 ou 40 ans. Donc, il ne peut pas être un élément neutre. Il a développé des idées que tout le monde connaît. Donc, on sait quels sont ses penchants. On peut aussi deviner quelles sont ses limites. Donc, il n'y a pas de péril en la demeure. Ensuite, présider une commission ou présider un débat ne veut pas dire infléchir sur la marche du débat ou sur les conclusions du débat, a priori. Oui. Barka, par rapport à ces personnalités dites indépendantes. Je pense que ce sont toutes des personnalités remarquables dans leur domaine. C'est d'éminents Sénégalais qui ont eu plusieurs fois à rendre d'éminents services à ce pays. Moi, je voudrais m'arrêter sur une de ces personnalités. C'est celle que je connais un peu mieux pour avoir été dans des théâtres d'opération où cette personne a eu à servir. C'est le général Mamadou Niang. La presse a rapporté ses qualités d'ancien ministre de l'Intérieur, d'ancien président de l'ONEL. Mais moi, cette personnalité, je l'ai surtout découverte en Guinée-Bissau, où elle a été ambassadeur. Mamadou Niang a été ambassadeur, le général Mamadou Niang a été ambassadeur en Guinée-Bissau lors de l'opération Gabou. Et c'était un moment très, très, très critique pour l'armée sénégalaise. C'est un des engagements les plus compliqués que l'armée sénégalaise ait eu à mener avec son corps expéditionnaire. Et le général Mamadou Niang a réussi un exploit extraordinaire. Je pèse bien mes mots. C'est à Bissau que les gens m'ont raconté ce qu'il a fait là-bas quand le MFDC est entré dans notre ambassade en menaçant de liquider tout le personnel qu'il y avait dans l'ambassade. C'est le général Niang, avec son sang-froid, qui a sauvé son personnel et les a exfiltrés dans des conditions extraordinaires pour les amener au Cap-Vert et ensuite les ramener sains et saufs à Dakar. Le général Niang, c'est à lui qu'on doit, avec d'autres personnalités comme Marcel Bassène, le premier cessez-le-feu entre le Sénégal et le MFDC. Les fameux accords de Cachot, signés en Guinée-Bissau avec les Satou Camara et autres.
C'est très important pour moi de le rappeler parce que le général Niang, comme d'autres compatriotes, moi, à travers mes pérégrinations dans la sous-région, j'ai appris à respecter le travail d'hommes de l'ombre qui ont beaucoup fait pour ce pays sans tambour ni trompette et qui, à mon modeste avis, n'ont même pas été récompensés à la juste valeur de leur engagement patriotique. Je pense à tous ces attachés militaires, à tous ces diplomates dans des zones très compliquées qui œuvrent nuit et jour pour les intérêts stratégiques du Sénégal. Donc je pense que c'est un homme d'expérience qui a fait ses preuves et qui est une des personnalités les plus fines, qui a été à la tête des renseignements militaires, ministre de l'Intérieur, qui a vraiment participé dans la lutte contre le MFDC quand il le fallait. Quand il fallait sortir le bâton, il l'a sorti. Quand il a fallu négocier avec le MFDC, c'est une des premières personnalités à avoir négocié avec Sidi Badji, dont il a été le patron. Sidi Badji, patron historique du MFDC. Les Kamougué Diatta, tout ça, ce sont des gens qui connaissent très bien le général Mamadou Niang. Et les premiers résultats qu'on a eus dans le processus de paix en Casamance, ce qui est extrêmement important à mes yeux, on le doit en partie à des personnalités comme Mamadou Niang. Évidemment, il n'était pas seul dans ce processus, mais il y a grandement contribué. Donc je pense que c'est une personnalité au-dessus de tout soupçon et qui a une telle forte personnalité qu'on ne saurait, a priori, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait valablement conduire ce dialogue politique. C'est pas quelqu'un qu'on intimide et c'est pas aussi quelqu'un qui nourrirait des complexes vis-à-vis du président de la République ou vis-à-vis de l'opposition. Oui, il vient de le dire que le général Niang quand même a une forte personnalité, il a l'art de la persuasion comme il a eu à le faire, la prouesse qu'il a eu à développer en Guinée-Bissau. Est-ce que ce même général Niang pourra ici au Sénégal réussir un large consensus comme ce fut le cas en 92 avec les acteurs politiques? Mais vous savez, c'est quoi présider une commission? C'est de tendre l'oreille, d'avoir une capacité de synthèse, d'avoir une intelligence qui permette de se mettre en perspective, de mettre tout ça en perspective et d'en tirer des leçons utiles pour le pays. Quand il s'agit d'un professeur d'université, quand il s'agit d'un général d'armée, quand il s'agit du président Famara, avec tout ce qu'il a fait, et tout son cursus, disons administratif plus que politique, je pense que écouter, synthétiser, projeter, ne leur sont pas étrangers. Ils ont assez d'intelligence aussi et assez de compétences pour comprendre quelle est la logique de survie de ce pays, pour faire des propositions. Parce que la troisième étape, c'est de faire des propositions. Au-delà d'une synthèse qui contente tout le monde, faire des propositions à partir des discussions. Je pense qu'eux, ils peuvent le faire maintenant. Il faut se mettre en perspective, nous aussi. Quel est le temps que ça va prendre? Quelles sont les orientations qu'ils vont indiquer? Et quelle est l'obligation du destinataire du message à respecter les clauses du contrat. Je pense que c'est beaucoup plus ça qu'il s'agit. Quand un président prépare plus sa sortie ou un troisième mandat, en cherchant à gagner du temps. Disons qu'on gagne du temps. On gagne du temps, on remet les choses à zéro pendant un certain temps. Et on verra maintenant les conclusions qu'il y aura et comment on va les accepter avec ou sans réserve. Et si on va les appliquer, s'il s'agit de refaire comme en 92, s'il s'agit de faire comme avec les assises, je pense que les assises sont là, les conclusions sont là. Vous avez entendu le professeur Bachili il y a 2 jours. Et mais on différera
En tout cas, un fin diplomate l'a essayé, il ne l'a pas réussi, c'est de Nourouba. Oui, il a réussi, mais il a essayé, mais il n'a pas réussi avec la classe politique que l'on connaît au Sénégal. Oui. On les posera dans 3 ou 4 ans sous une nouvelle forme, sous la forme que prendront les problèmes, qui ne seront pas les mêmes que dans 92, qui ne seront pas les mêmes que pendant les assises, parce que la société aura évolué entre-temps. Oui. Dans cette affaire de dialogue politique, Barkaba, le constat qui a été fait est que l'opposition ne parle pas encore une fois le même langage. Elle s'est divisée sur la question de ce dialogue politique. Est-ce que le Front de résistance nationale ne risque pas, au sortir de ce dialogue politique, d'imploser, de faire les frais de cette division? Si on a un président aussi habile que Macky Sall qui parvient à faire inviter Omar Sarr, secrétaire général adjoint du PDS, sans mandat de son mentor Abdoulaye Wade, on peut penser que tout est possible avec ce Front de résistance nationale. Et à partir du moment où certains d'entre eux ont répondu à l'appel, ça ne m'étonnerait pas, vu les précédents, que Macky Sall et une partie de son entourage, surtout qu'on a quelqu'un qui a repris du service comme Mahmoud Saleh, qui est extrêmement habile dans ça, dans l'art de torpiller et de tourner en bourrique l'opposition. Et c'est de bonne guerre, parce qu'on est en politique et ce ne sont pas des enfants de cœur. S'ils trouvent une faille pour diviser ce front de résistance nationale, ils le feront sans état d'âme, parce que cette politique du diviser pour mieux régner, ils l'ont expérimenté, et aussi bien Macky Sall que Mahmoud Saleh sont de très très bons élèves d'un certain Abdoulaye Wade sur ce plan-là. Alors, jusqu'où peut aller cette division de l'opposition? Je pense que cette division, elle est normale. Parce qu'il ne faudrait pas se contenter d'un certain unanimisme parce qu'on est au sein d'un front. Quand on est au sein d'un front, chacun garde quand même sa liberté d'action en dehors de ce front ou à l'intérieur même de ce front. C'est ça, chacun reste maître de son destin et agit en fonction du cercle et en dehors du cercle, d'une part. D'autre part, il ne faut pas négliger la capacité du pouvoir à semer la zizanie chez les autres. Troisième élément, la possibilité de transhumance d'une formation à une autre. Quatrième élément, comme ce qui est arrivé à Réumi, qu'à certains moments, que les gens fassent se prennent en âme et conscience et disent que bon, je ne suis plus à ma place au niveau de Réumi, je vais aller ailleurs, comme l'a fait un certain professeur. Donc ça, ce sont des possibilités. Cette béatitude qu'on veut avoir en disant non, il faut que les gens restent logiques dans le cadre du FNR, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas prospérer. Et cette béatitude qu'on a aussi au niveau du PDS depuis 2012 à dire qu'il faut qu'on reste unis comme au départ, ça n'est pas possible. Vous l'avez vu avec le PS quand ils ont perdu le pouvoir en 2000. Tout a volé en éclats. Il faut se réjouir justement de cette capacité des formations à se régénérer en expurgeant des éléments, comme ils disent vulgairement, des feuilles mortes, ou en captant de nouvelles forces pour se donner du sang neuf. Sinon, bon, véritablement, on est comme on est. On demande une révolution générationnelle qui n'arrive jamais. Et pendant 50 ans, pendant 100 ans, au Gabon, on a Bongo. Au Togo, on a Eyadema. Ici, on va avoir Senghor jusqu'à l'an 3000. Ça n'est pas possible. Oui. Alors, vous l'avez évoqué tantôt, Barkaba, Omar Sarr, le coordonnateur du PDS, est allé répondre à l'appel de Macky Sall sans l'aval de son mentor. Il a pris ses responsabilités d'aller participer au dialogue politique. Quelle lecture faites-vous sur cette décision de Omar Sarr qui a quand même surpris son monde? C'est pour moi dans la suite logique de
l'état désastreux dans lequel se trouve le PDS. C'est déjà désastreux. Et je ne le dis pas pour m'en réjouir parce que le PDS quand même est une formation politique historique de ce pays qui a joué un rôle extrêmement important dans l'avènement de la démocratie, qui a été le parti qui a poussé le PS d'or et qui a réussi la première alternance. Donc aucun démocrate ne peut souhaiter de voir le PDS dans cet état. Mais la faute, à mon avis, en revient d'abord à Maître Abdoulaye Wade. Pourquoi? Tout le problème du PDS aujourd'hui se résume à un seul nom, Karim Wade. Karim Wade a fait perdre le pouvoir à son père et Karim Wade est en train de faire perdre à son père le statut même de chef de l'opposition. Parce que tout l'agenda du PDS tourne autour de la personne de Karim Wade. Tous les départs, et il y a eu quand même d'éminents départs depuis la perte du pouvoir par le PDS, ont été peu ou prou causés d'abord par Karim Wade. Avant cela, c'est Karim Wade qui avait fait indirectement perdre le pouvoir à son père, avec les dissidences combinées de Idrissa Seck et de Macky Sall, pour ne citer que les départs les plus significatifs. Donc depuis que Wade s'est mis en tête de faire hériter d'abord le pays à Karim Wade, il a échoué, et ensuite de lui faire hériter le PDS, cela va de mal en pis, et je pense que beaucoup au sein de cette formation ont fini par jeter l'éponge et ont fini par dire qu'il faut arrêter les freins. Parce que manifestement c'est une stratégie suicidaire. Et Wade s'est engagé dans une sorte de barreau d'honneur, parce que tout ce qui lui reste, c'est de sauver peut-être son fils, de lui laisser quelque chose à la postérité. Mais le prix à payer est tellement cher que Karim Wade risque, même s'il parvient à ses fins, d'hériter d'un PDS complètement en lambeaux. Et cela, ça fait les affaires de Macky Sall, incontestablement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faudra un jour qu'on nous édifie sur ce qui s'est passé à Conakry. Parce que ça, c'est le grand mystère. À la veille de la présidentielle. À la veille de la présidentielle, cela a été un tournant dans cette présidentielle-là. Le fait que Abdoulaye Wade aille répondre à Alpha Condé là-bas a été déterminant dans cette présidentielle. Qu'est-ce qui s'est dit là-bas? Moi, j'ai eu la petite chance de poser la question de vive voix à Alpha Condé lors de l'entretien qu'il nous a fait l'honneur de nous accorder. Il a été très elliptique. Il n'a pas voulu... Il m'a reposé la question en me demandant de poser la question à Macky Sall et à Abdoulaye Wade. Donc il s'est passé quelque chose manifestement à Conakry, et le processus de négociation entre le maître et son fils spirituel, je soupçonne qu'il y ait eu quelque chose qui s'est enrayé dans ce deal-là, jusqu'au prochain retournement de situation, parce que ces deux-là, le père et son fils spirituel, nous ont habitués à un bras de fer, à un feuilleton et à un suspense qui donne le tournis aux Sénégalais. Un jour, ils se déclarent la guerre, on pense qu'ils vont sortir, vont lancer l'assaut final. Un autre jour, c'est une accalmie, c'est un cessez-le-feu. Ils donnent le tournis à tout le pays depuis quelque temps. Je pense qu'il faudrait que ce jeu-là cesse et qu'on sache réellement ce qu'il en est. Oui. Quelle explication donnez-vous à cette crise qui secoue le PDS depuis d'ailleurs très longtemps, et avec la dernière rébellion de Omar Sarr, le coordonnateur du PDS? Disons que le PDS refuse de mourir de sa belle mort, là, comme dit Barka, alors qu'il faut une nouvelle vision, une nouvelle démarche. Omar Sarr est entré en rébellion le jour où il a fermé son téléphone à Wade, il y a 3 semaines, quand Wade a cherché à le joindre, il n'a pas pu, et qu'il a dû passer par Mme Sarr pour avoir M. Sarr. Et je pense que ça a été le résultat de certaines inconséquences à l'intérieur du PDS. Souvenez-vous qu'au début des négociations là, pour le dialogue national, Maître Wade avait désigné une délégation comprenant Omar Sarr et Cheikh Dieng.
Et il avait demandé à Decroix aussi d'y aller. Tard dans la nuit, il a pris la décision de